Je crois que nous pouvons enchaîner directement parce qu'il y a vraiment une continuité entre vos interventions avec vous, Elisabeth Banks, pour parler de ces relations de l'Union soviétique et de l'Afrique après l'Empire, en l'occurrence. Merci. Hi, I'm speaking English as well. Bonjour, donc je parle également anglais. J'ai oublié d'imprimer ma présentation, donc je regarde mon téléphone portable. Donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci beaucoup de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'Union soviétique et l'Afrique après l'Empire, entre développement et pouvoir économique, c'est-à-dire entre les années 50, la fin des années 50 et début des années 60. Il s'agit, avant de commencer, il est important de préciser que en fait, il s'agit de... je souhaite attirer l'attention sur le fait que le développement et les investissements, tout en apportant des avantages à l'État bénéficiaire, sont souvent l'expression de la puissance économique relative de l'État d'origine, c'est-à-dire l'Union soviétique. Je ne l'ai pas inclus dans le texte. Mais je dirais que une différence importante qui existe entre aujourd'hui et la période soviétique, c'est que l'aide soviétique était apportée dans le cadre d'une expression d'internationalisme et de solidarité avec les mouvements anticoloniaux et les nouveaux États postcoloniaux. Bien sûr, l'Union soviétique n'avait pas d'empire à l'étranger, bien sûr à l'intérieur, oui, c'est une autre histoire, mais à l'extérieur, il n'avait pas cette historique comme par exemple la France, la Belgique ou le Portugal. Donc l'idée de la solidarité, l'expression d'internationalisation a permis une aide massive en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, dans les pays comme la Guinée, et le Mozambique et d'autres. Ce sont des pays qui ont été dirigés par des socialistes et qui étaient plus ouverts à l'investissement soviétique. Un peu plus tard, dans les années 70, l'attention soviétique a basculé vers les colonies portugaises, y compris donc le Mozambique. Et aujourd'hui, je vais principalement parler de ces deux points. D'abord, début 50. 60 en Afrique de l'Est et puis dans les années 70 en Mozambique. J'aimerais également préciser que l'intersection de l'aide au développement et du pouvoir économique que j'évoque n'est pas propre au cas de l'Union soviétique ou plus tard de la Russie. En fait, toute forme d'aide au développement sont susceptibles d'imposer des conditions indésirables aux bénéficiaires. On le voit très souvent dans les discussions mécaniques sur le FMI, par exemple, l'ajustement stratégique, etc. Et la déception finale de l'aide au développement soviétique n'est pas non plus propre au cas soviétique. En fait, la plupart des projets de développement n'atteignent pas leurs objectifs, tous leurs objectifs, même s'ils apportent un certain degré d'avantage de bénéfices au pays qui reçoit l'aide. Voilà, je vous dis cela pour attirer l'attention sur le fait que même si l'aide au développement soviétique était motivée par ces idées positives d'internationalisme et de solidarité, ces structures financières, quant à elles, étaient l'expression d'un pouvoir économique. Voilà, merci. Alors, les relations économiques étaient au cœur des relations soviétiques avec l'Afrique postcoloniale. On parle des mouvements de libération, mais dans la période postcoloniale, le développement économique, l'investissement, le commerce était vraiment le cœur. Ça venait compléter d'autres types d'activités solidaires, l'échange culturel, les liens sociaux, les formations politiques et des programmes éducatifs. Donc, il y avait un large éventail d'activités de solidarité. Les relations économiques ont pris trois formes principales.
principales. L'expertise technique et la vente d'équipements et l'organisation de projets de développement discret, aller dans le pays et travailler comme un géologue ou comme un ingénieur, établir ou créer une usine, ce genre de projet. Voilà, donc ça c'est pour l'expertise technique, la vente d'équipements et l'organisation, comme je l'ai dit, de barrages, de ports de pêche, d'infrastructures minières. La valeur de ces investissements était élevée. En effet, au début des années 60, l'ampleur des investissements soviétiques était telle qu'elle dépassait de loin l'aide occidentale. Pour vous donner quelques chiffres, en 1961, en Guinée, l'URSS a financé et supervisé une vingtaine de projets majeurs dans les domaines de l'agriculture, l'industrie, l'infrastructure, pour une valeur estimée à 226 millions d'anciens roubles, qui était l'ancienne. Ils ont dévalué. Donc, en fait, il s'agissait de 60 millions de dollars à l'époque des années 60. Ça représentait près de 40% du total des investissements en Guinée. L'aide soviétique a été accordée au Ghana et au Mali pour des montants similaires. En comparaison, la Guinée a reçu de l'aide des États-Unis et de l'Allemagne de l'Ouest, environ 40 millions de dollars américains combinés pour l'Amérique et l'Allemagne de l'Est, mais ça ne représentait que 2 tiers de l'aide octroyée par l'URSS. Les fonds provenant des pays socialistes, la Tchécoslovaquie et d'autres pays du bloc de l'Est, comprenaient 70% de l'ensemble des investissements pour la Guinée, dont 42% de la seule Union soviétique. Et donc, à son apogée, l'aide soviétique représentait environ 15 à 18% du PIB guinéen. Les investissements soviétiques de l'époque se distinguaient de l'aide occidentale pour 2 raisons principales. Premièrement, elles s'inscrivaient dans un plan de développement global et non pas des projets individuels. Les projets étaient liés entre eux. Ils étaient organisés de manière à ce que l'État en soit propriétaire et qu'ils soient gérés par des coopératives et non pas par des personnes. C'est différent des projets financés par l'Occident actuels et russes également, qui sont isolés et qui sont entre les mains des bailleurs de fonds. Une autre caractéristique essentielle des relations économiques soviétiques au cours de cette période est que le commerce n'était pas organisé en forme de vente, mais de troc. Donc, au lieu de vendre des marchandises contre de l'argent, on les échangeait contre des matières premières, l'équipement, véhicules, matières premières, par exemple. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'était souvent les arachides. À Cuba, il s'agissait du sucre. Voilà des exemples classiques des échanges de certains minéraux dont l'URSS avait besoin également. Alors j'ai deux petites choses à ajouter, même s'il est tard. Et donc c'était un bon accord pour les deux parties, parce que et ça ne devait pas impliquer des échanges de devises fortes. Et ces pays n'en avaient pas beaucoup, ni l'URSS ni les pays bénéficiaires. Voilà, donc pas besoin de dépenser des devises. Et donc ça convenait à tout le monde. Bon, pour venir à la période plus récente, on pense souvent qu'on a l'impression que Nikita Khrouchtchev était plus ouvert sur le monde que d'autres dirigeants, qu'il avait un esprit plus international. Et en effet, l'État soviétique a commencé à accroître ses relations et ses investissements avec les pays en développement sous la direction de Khrouchtchev. Mais cette ouverture au monde en développement, dont il était le pionnier, s'est poursuivie dans les années 60, 70 et 80. En fait, le montant total de l'aide économique soviétique aux pays du Sud a augmenté après 1967. Le niveau des relations soviétiques avec les pays africains a fluctué en fonction des défis politiques rencontrés dans les pays en question. Les politiques locales ont joué un rôle plus important dans la détermination des modèles de ces relations de développement. Pour ce qui est de la Guinée, du Mali et du Ghana,
Ils ont été les principaux bénéficiaires de l'aide et des investissements car leur gouvernement était ouvert aux idées socialistes, mais cela a changé à la fin des années 60. Ces gouvernements ont basculé et donc les modalités de l'aide l'ont fait également. Dans les années 70, il y a une deuxième vague d'indépendance et de socialisme africain et nous avons donc ici l'Éthiopie et le Mozambique qui est devenu indépendant en 75. À cette époque, l'établissement des relations économiques avec l'URSS était une priorité clé. Les représentants des ministères se sont rencontrés même avant l'indépendance. Et le premier département de l'ambassade qui a été créé, c'est celui des relations économiques. Un accord commercial signé en 76 donne une idée des catégories de marchandises fournies et de l'ampleur des connexions. Les Soviétiques avaient promis de livrer 2 avions, 4 hélicoptères, 6 bus, 6 cars, 30 motos, 3 camions de pompiers, 2 grues automatiques, 2 bulldozers, 2 niveleuses, 12 tronçonneuses du modèle intitulé Amitié, plus de 1000 camions tout-terrain de différentes tailles, 44 remorques automobiles, 2 camions d'approvisionnement de pétrole, 6 véhicules d'approvisionnement en eau, 80 véhicules équipés pour le stockage de l'approvisionnement en carburant, ainsi que des quantités importantes de pièces détachées pour ce type de véhicules. Également des formations octroyées pour devenir ingénieur, mécanicien, pour leur apprendre à changer les pièces, à entretenir les véhicules qui étaient envoyés dans le pays. Donc c'est une longue liste, mais il y a une principale différence entre les années 70 et 60, c'est que le troc n'était plus la donne. Au lieu de ça, les accords stipulaient que l'équipement serait fourni à crédit et que son prix serait fixé en fonction du marché mondial. Et le fait était que les dirigeants soviétiques avaient toujours cette pression sur les gouvernements récipiendaires parce que les crédits étaient très élevés, donc une dette pour ces pays. Donc, l'aide au développement, c'est souvent un crédit. En fait, 90% de l'aide au développement fournie à la fin du XXe siècle se fait par le biais de prêts plutôt que par des subventions. Et cela vaut également pour l'Occident. Voilà en quoi l'aide soviétique s'est rapprochée au schéma de l'aide occidentale, car elle a pris la forme de prêts. À la fin de la guerre froide, l'Union soviétique a tellement prêté à ses alliés du Sud qu'en 1988, 61 pays lui devaient 150 milliards de dollars. Certains chercheurs sont en train de voir ce qu'il en est du remboursement de cette dette. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les années 90. On pense souvent au bloc soviétique qui a cette énorme dette de la transition et la dette envers les créditeurs de l'Union soviétique, mais il y a ce facteur qui vient contrebalancer. Donc le crédit au développement est puissant car la dette suppose et garantit une relation future entre le prêteur et l'emprunteur, de sorte que l'Organisation de la solidarité, par le biais du crédit, a contribué à maintenir cette cohésion du monde socialiste entre le continent africain et l'URSS. Mais cela a également renforcé les rapports de force mondiaux entre la superpuissance soviétique du Nord et les nouveaux États indépendants. L'une des clés de ce phénomène réside dans le fait que lorsque ces dettes ne peuvent être remboursées, elles sont renégociées avec des conditions favorables à l'Union soviétique. Dans les années 60, les Soviétiques n'étaient pas disposés à recevoir des marchandises qui n'avaient pas d'utilité à l'intérieur, mais dans les années 66, ils ont compris qu'ils pouvaient vendre sur le marché international. Et donc, c'est devenu un mécanisme assez compliqué par lequel l'Union soviétique vendait à crédit aux pays africains des véhicules et par un mécanisme particulier, pouvaient les revendre. Et donc, le revenu n'allait pas dans les mains du peuple du pays récipiendaire, mais revenait à l'Union soviétique. Et donc, pour conclure, il s'agissait d'une aide qui a été très importante, qui a contribué à soutenir les nouvelles économies post-indépendantes de dizaines d'États africains. Elle différait de l'aide occidentale en sens qu'elle était orientée vers des projets qui aboutissaient à la propriété d'État, et c'est resté
une caractéristique essentielle dans les années 70-80, même avec la mise en place des crédits et des dettes. Donc aujourd'hui, la Russie qui vend des céréales et des hydrocarbures, ils exigent un paiement en roubles. Par exemple, comme ils l'avaient voulu pour le paiement du gaz aux pays européens. Donc, cela montre que les moteurs ont changé, l'idéologie a changé, donc les structures, elles sont économiques et financières. Donc, je ne suis pas prête à vous donner une conclusion sur la signification de ces changements en exigeant des paiements en roubles, mais il y a quelque chose de cet ordre. Je pense qu'on peut également penser que cela reflète une force, une puissance économique et une certaine influence dans les relations mondiales. Je vous remercie. Thanks. Et bravo. Thank you very much. It was difficult. Merci beaucoup, c'était difficile.